Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Les candidats au CEP, bientôt fixés sur le sort, la correction des épreuves écrites se déroule depuis ce lundi. Le point de la correction dans le littoral à suivre dans ce journal. La santé et sécurité au travail est un enjeu pour les entreprises. L'Organisation internationale du travail les encourage à s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en la matière. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelure. Les résultats de l'examen du CEP 2021 sont attendus pour le mercredi 30 juin prochain. Depuis ce lundi, la correction des copies a démarré et va durer 5 jours. Une équipe de la rédaction s'est rendue ce mercredi dans le centre de correction dans le département du Littoral. À 2 jours de la fin des travaux, où en sont les correcteurs? En tout cas, les premières tendances. Les épreuves de dictée et de mathématiques semblent avoir vraiment été des casse-têtes pour les candidats. Le constat avec Rodrigue Babagbeto. Nous avons 14 présidents de sous-commission, 135 contrôleurs et 535 correcteurs. Une équipe bien constituée pour s'occuper avec efficacité de la correction des copies du CEP dans le département du Littoral. Aubert est le président de la sous-commission d'éducation scientifique et technologique EST. Ici, le processus de correction est standard. Généralement, chaque correcteur reçoit un cahier de 50 copies. S'il est rapide, il peut finir 2 cahiers dans la journée. Après 3 jours de correction, il se réjouit de la production des candidats. Dès hier, on avait eu à faire les statistiques des 1000 premières copies corrigées, par exemple. Et on était à un pourcentage de plus de 98% de réussite. Un taux de réussite différent d'une sous-commission à une autre. Les sous-commissions des mathématiques et de la dictée enregistrent pour le moment les pires chiffres. La dictée continue d'être la bête noire des élèves. Le nombre de fautes varie de 0 à une soixantaine. Ça veut dire qu'il y a des candidats qui ont 20 sur 20. Pour les 1000 copies que nous avons dénombrées au départ, nous avons déjà 33% de réussite. La pire des notes n'est pas 0 chez nous, c'est 2. La meilleure note est 20. Les corrections prennent fin le vendredi. Selon le calendrier de déroulement des travaux, il faut attendre le 30 juin pour les délibérations et la proclamation des résultats. Intéressons-nous maintenant aux questions de sécurité et de santé professionnelle. L'Organisation internationale du travail reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes et les encourage à promouvoir une culture préventive afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en la matière. Alessandra Dioton nous donne plus de détails dans ce reportage. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression.
Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore deux obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. l'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire, car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Je l'annonçais dans les titres, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous en parle dans cette interview. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Je l'annonçais dans les titres, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Hors du Bénin, à présent, l'aéroport international de Lomé est la deuxième plateforme aéroportuaire la plus connectée de l'UEMOA en 2020. Dans un rapport de l'Association des compagnies aériennes africaines, le Togo est devancé par la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA. Au plan continental, en revanche, le pays arrive en 10e position des aéroports ayant le plus gros volume intra-africain de passagers. Depuis sa réhabilitation en 2016, plus de 2 millions de passagers transitent annuellement par
Lomé, d'après les autorités togolaises. Alors qu'en pleine pandémie, les États-Unis déconseillent plusieurs destinations africaines. Ils ont, début juin dernier, assoupli les conditions de voyage vers le Togo qu'ils classent parmi les plus sûres au monde. Le point de quelques autres informations en interactualité, c'est un condensé réalisé par Émile Azopota. Le prix des céréales ne cesse de grimper ces dernières semaines en Afrique de l'Ouest. En stock insuffisant et par crainte d'une nouvelle récolte décevante, le maïs, le mil mais aussi le sorgho sont de plus en plus chers sur les marchés. À l'origine, les mauvaises conditions climatiques qui ont pesé sur la dernière campagne locale, avec dans plusieurs régions des inondations qui ont détruit des champs. Avec 124 millions de tonnes produites en 2020 selon le Programme mondial pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le poulet est la viande la plus consommée au monde, soit environ 14 kg par habitant et par an. Moins cher que la viande rouge, sans interdit religieux, le secteur ne finit pas de s'élargir avec environ 23 milliards de volailles sur la planète, soit 5 fois plus il y a 50 ans. Si la demande de poulet continue de progresser partout dans le monde, elle a été particulièrement dynamique ces derniers mois sur le continent africain, offrant des perspectives intéressantes d'investissement. Un tour maintenant en Amérique pour dire que chez les Californiens, la nouvelle campagne de récolte de cajou s'annonce encore plus abondante que les précédentes. Mais la consommation peine à suivre le rythme même si l'amande a toujours la cote. Si les prix ne s'effondrent pas pour l'instant, c'est notamment parce que l'industrie s'est accordée pour un coût plancher au-dessus duquel même le prix des fruits de basse qualité qui servent pour la pâte d'amande par exemple ne descend pas. Dans ce secteur, ce sont les Américains qui tiennent le marché. Les spéculateurs européens qui, à une période récente, influaient sur les cours, ont délaissé l'amande de cajou. L'Afrique du Sud a annoncé lundi la première étape pour doter le continent d'une capacité de production de vaccins anti-Covid. Mais il faudra du temps pour concrétiser le projet. Vacciner les Sud-Africains avec des doses fabriquées sur le territoire. Voilà toute l'ambition de l'Afrique du Sud. Les autorités, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, veulent ainsi mettre en place un centre de transfert des technologies pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, le premier sur le sol africain. Tech transfer hubs are training facilities where manufacturers from low and lower middle income countries can receive training in how to produce certain vaccines and the relevant licenses to do so. Un besoin qui est parti d'un constat. À l'heure actuelle, seuls 2% de la population africaine a reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid, là où les États-Unis et l'Europe s'approchent des 50%. L'Afrique du Sud représente par ailleurs plus de 35% des cas recensés de Covid-19 en Afrique, alors que les doses promises par le programme COVAX arrivent au compte-gouttes. We just cannot continue to rely on vaccines that are made outside of Africa because they never come. They never arrive on time, and people continue to die. And we've therefore called on the waiver, as I spoke about, but also technology transfer. So this is a phenomenal step. Depuis le début de la crise, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a milité activement pour la levée temporaire des brevets des vaccins anti-Covid et s'est imposé en pourfendeur de l'inégalité vaccinale. Si tout se déroule comme prévu, l'Afrique du Sud pourrait ainsi être en mesure de fabriquer des vaccins d'ici 9 à 12 mois, selon l'OMS. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.